marketing, c'est vraiment s'assurer qu'il y ait une adéquation et un match entre l'offre d'une entreprise et la demande sur le marché, et qu'entre les deux, il y a une compréhension claire de la valeur qui est proposée. Beaucoup de RH ont peut-être oublié que finalement, dans le recrutement, il y a vraiment une logique de marketing, ou en tout cas de vendre sa soupe et de vendre son entreprise. Le marketing tel qu'on le pratiquait jusqu'à il y a quelques années ne marche plus très bien. Et donc aujourd'hui, les marques, elles ont un enjeu qui est de créer une espèce d'univers et de galaxie de contenu autour d'elles. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Et salut à toi Noémie, comment tu vas ? Salut Léo, ça va et toi ? Ça va super, tu m'as dit que tu avais une grosse, dure journée, c'est ça aujourd'hui ? Il s'est passé plein de choses ? Non, ça va. C'est juste pas mal de choses inattendues et d'imprévues avec lesquelles composer, mais rien de différent d'une journée classique au final. Est-ce que c'est pas la définition de l'entrepreneuriat ? Ouais, c'est sûrement ça. Mais parfois, on se déshabitue. Ouais, c'est ça, tu te dis genre tout va bien et puis d'un coup, t'as des journées entières où tu as plein de décisions à prendre et des galères à gérer et tu te dis pourquoi j'ai fait ça déjà et pourquoi je suis pas dans le confort de mon CDI, et après tu oublies et la semaine suivante tout va bien et tu sais pourquoi tu fais ça. Trop cool de te parler aujourd'hui et merci d'avoir pris ton temps pour échanger sur ce podcast. En plus, pour la petite histoire, je le dis dès maintenant, mais tu parleras quand tu parleras d'une de tes boîtes, mais j'ai fait appel du coup à une freelance que tu as formée nous pour notre communauté chez Blendy, là, qui a commencé il y a 2 mois chez nous. Donc moi je t'ai connu via en t'envoyant un message en mode salut, tu connais des gens pour être community builder, et elle est community builder chez nous maintenant depuis 2 mois au moment où on enregistre. Donc écoute, mais tu nous parleras de tout ça. Est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes pour les gens qui ne te connaissent pas, Noémie ? Ouais, très bien. Du coup, je m'appelle Noémie Kempf, j'ai 34 ans, je suis anciennement salariée dans la tech. J'ai bossé entre San Francisco et Paris pendant 5 ans en sortant d'école de commerce, plutôt sur des postes de account manager, de marketing manager, et un petit peu sur des jobs plus liés à tout ce qui était knowledge management. Et puis en 2019, je me suis lancée à mon compte, initialement en tant que planeur stratégique / consultante en stratégie éditoriale pour les marques. Donc accompagner des entreprises de toute taille et de tout secteur à travailler bien et réfléchir à leur positionnement, à leur stratégie de prise de parole, aux canaux sur lesquels elles voulaient s'exprimer, aux formats via lesquels elles s'exprimaient, mais surtout sur le cœur du message qu'elles voulaient faire passer à leurs audiences. Et j'ai lancé à ce moment-là aussi un podcast et une newsletter qui s'appelle The Storyline, qui parle de ces sujets de branding, d'identité d'entreprise et de marque, de place des marques dans la culture populaire et dans les représentations autour de la société de consommation. Et en 2021, j'ai cofondé Communo, qui est la première école francophone du community building, un peu dans la lignée du sujet du marketing responsable et de demain, qui est un gros sujet à mon sens. Je suis tombée sur le sujet des communautés au service d'une entreprise, dans une entreprise, ou au service de la valorisation d'un produit ou d'un projet entrepreneurial. Ça m'a intéressée et du coup, je me suis associée pour créer une grosse formation de 3 mois, en formation continue. Et aujourd'hui, donc, avec Communo, on forme des entreprises et des entrepreneurs, ainsi que des gestionnaires de réseau et des créateurs, à créer, animer, fédérer, voire monétiser des communautés. Et j'ai publié un livre en 2022 aux éditions Erol qui s'appelle Le pouvoir des communautés, qui parle de tout ça. T'aimes bien les communautés, mais du coup, on en parlera tout à l'heure. En effet, dans le recrutement aujourd'hui, c'est une tendance assez nouvelle. On appelle ça le nurturing en marketing. Tu peux faire du nurturing via tes communautés, mais ça sera on aura toute l'occasion d'en parler. J'ai une question pour toi, une deuxième que je pose à tous mes invités pour commencer l'enregistrement. C'est dans un monde idéal, tu peux créer avec un coup de baguette magique une utopie du recrutement avec ton approche à toi, ton sujet. Je sais que tu n'es pas recruteuse, tu n'es pas RH, mais avec ton approche à toi, ça ressemblerait à quoi un monde du recrutement idéal ? En effet, je ne suis pas recruteuse, donc j'aurais peut-être pas des insights très poussés, mais je me souviens que la première fois que j'ai postulé pour un job, c'était quand j'étais du coup aspirante stagiaire, c'était chez Canal+, et j'ai fait un entretien avec la DRH d'alors, c'était il y a
plus de 15 ans, donc je suis pas sûre qu'elle y soit encore. Et je me souviens être entrée dans une grande pièce avec plein de télé et elle était derrière son bureau qui était immense. Elle était en mode porte de prison, elle souriait pas. Elle a fait que me challenger. Elle a pris son portable en plein milieu de l'entretien. Juste pour me Yes. déstabiliser. J'ai eu le job, hein, donc c'était pas que je l'ennuyais Ok. ou quoi. Mais je me souviens encore aujourd'hui de cet entretien qui était détestable, qui était vraiment très désagréable, très déstabilisant. Et pour moi, justement, un monde du recrutement idéal, ce serait un monde dans lequel ce genre de choses n'arrive plus, Mm. et dans lequel on est sur un rapport de force qui soit équilibré entre les talents et les recruteurs. Historiquement, c'était plus les recruteurs qui avaient le pouvoir et qui prenaient parfois des postures associées à ce genre de pouvoir sur les candidats. Ces dernières années, dans certains secteurs, c'est plutôt les candidats qui ont l'ascendant et qui se permettent des ghostings, des comportements un peu déplacés. Bah, moi, j'imaginerais bien un monde dans lequel, en fait, on sait ce qu'on veut des deux côtés, on sait ce qu'on vaut des deux côtés, et en fait, du coup, ça match pas, il n'y a pas d'ego, et voilà, quoi. Trop bien, ça serait beau en effet ce monde et c'est marrant ce que tu dis sur la grande table. Quand tu parlais, j'imaginais, tu sais, la rencontre qu'il y avait eu entre Macron et Poutine avec la table là, de 15 mètres et du coup je Ouais, t'imaginais toi avec la DRH à l'autre bout, à chacun à essayer de ouais. galérer Moi, et c'était que plutôt genre en mode Matrix, je sais pas, tu sais, quand ils rentrent dans le phare, là, il y a toutes les télés et tout, j'avais vraiment l'impression, enfin bref, mais qu'est-ce que je fais là? l'enfer. Ouais, mais c'est terrible et c'est marrant parce que peu importe, je dirais, le secteur, peu importe l'âge, peu importe la durée de sa carrière, c'est toujours un stress. Tu vois, ce matin, il y a un ami à moi qui m'a contacté à 9 heures en me disant, ça fait 15 ans que je suis directeur commercial, maintenant je cherche un nouveau job, je suis perdu. Et tu vois, genre, la personne, elle vend pour des millions de contrats tous les ans et elle est Hmm. stressée de faire un entretien après 15 ans parce qu'elle n'en a pas fait depuis 15 ans et donc du coup elle sait plus ce que c'est et en fait c'est marrant parce que ça traumatise pas mal de gens. Mais non, ça c'est moi c'est une mission au quotidien justement de former les recruteurs et les recruteuses pour s'assurer qu'ils ne traumatisent pas les candidats qu'ils ont en face d'eux. Le sujet du jour qu'on a choisi ensemble, parce qu'en effet tu l'as dit, hein, t'es pas recruteuse, t'es pas RH, mais par contre tu as une expertise qui pour moi est clé, mais genre fondamentale aujourd'hui quand tu fais du recrutement, qui est le marketing. Tu es une experte du marketing sous toutes ses coutures. Hmm. Ma première question pour toi, tu vois, genre souvent on dit que pas mal d'entreprises sont pas assez transparentes, il y a beaucoup de bullshit. Et pendant très longtemps, tu vois, la marque employeur d'ailleurs était mal vue pour ça parce qu'on se disait que c'était en gros une manière d'embobiner les candidats. Pour toi, comment le marketing peut aider à battre ça, à battre le 100% bullshit, à battre le manque de transparence? Qu'est-ce que le marketing peut aider au niveau du recrutement? Du coup, il y a plein de choses en fait et plein de manières de répondre à cette question. Et je pense que de manière générale, le marketing, c'est vraiment dans la base de la définition s'assurer pardon qu'il y ait une adéquation et un match entre l'offre d'une entreprise et la demande sur le marché et qu'entre les deux, il y a une compréhension claire de la valeur qui est proposée, de l'univers qui accompagne le produit, etc. Donc finalement, une entreprise, un produit, c'est pas si différent que ça. Aujourd'hui, on parle de personal branding, donc c'est appliquer les codes du marketing à sa propre personne pour se valoriser, pour se créer un réseau, pour augmenter sa valeur perçue auprès des recruteurs, auprès de potentiels collaborateurs, etc., etc. Donc finalement, la marque employeur, c'est un peu la même dynamique. Le marketing, c'est une manière de faire plusieurs choses. La première, c'est vraiment de valoriser l'organisation. Mm. Euh, Puisque, bah, comme je te disais, la logique du marketing, c'est vraiment de déployer l'ensemble des moyens d'action, des outils qui sont à la base utilisés par les entreprises pour influencer le comportement des consommateurs vers l'achat. Là, ce serait plutôt tout simplement pour influencer la perception et le sentiment positif associé à la lecture de l'entreprise, de ses valeurs, de ses activités, des collaborateurs qui la peuplent. Euh, et le recrutement, au final, c'est une logique de séduction, entre guillemets, Mm. entre un recruteur et un candidat, au lieu d'être entre un vendeur et un client, avec, au lieu d'un produit entre les deux, un job. Mais c'est exactement la même démarche. C'est juste que je pense que beaucoup de RH ont peut-être oublié que finalement, dans le recrutement, il y a vraiment une logique de marketing, ou en tout cas
de vendre sa soupe et de vendre son entreprise. On jauge bien sûr de la qualité du candidat, de ses compétences et de l'adéquation entre ce que le candidat a à offrir et ce que nous on cherche en tant que recruteur, mais il y a aussi un truc qui va dans l'autre sens, qui est il faut que l'entreprise, ses valeurs, ce qu'elle propose soit attractive, attrayante et convaincante. Ce que tu dis là, c'est intéressant parce que tu vois, moi je dis toujours que le recrutement, en fait, c'est plus compliqué que la vente parce qu'en fait, tu fais de la double vente. Quand tu fais de la vente classique, entre guillemets, je sais pas, genre tu vas chez Peugeot, tu vas acheter une voiture, tu vas acheter, on va te vendre une Peugeot. Mais toi, on va pas s'assurer, en fait, que c'est ce qui te convient, entre guillemets. Juste, ça va dans un sens. Mm. Quand tu fais du recrutement, c'est hyper dur et du coup, tu as un double sales parce que du coup, tu dois à la fois faire en sorte que le candidat achète l'entreprise, entre guillemets, parce que ça lui convient en termes de valeur, de carrière, et inversement, que l'entreprise achète le candidat parce qu'il a les bonnes compétences, hard skills, soft skills, ce que tu veux. Et donc, Ouais. du coup, quand tu y penses, paradoxalement, le recrutement est plus compliqué que la vente parce que tu as cette double sales. Et pourtant, les RH, comme tu dis, ont oublié que c'est du marketing et aussi parce qu'ils ne sont pas formés à ça. En master RH, tu n'apprends pas à faire de la vente et du marketing, tu apprends à faire des trucs de RH, tu vois. Et du coup, c'est ce que tu dis est intéressant et tous les RH devraient être formés au marketing. Mais Ouais, pardon, je t'ai coupé, je te laisse non, reprendre. non, mais c'est passionnant et tu as totalement raison. Et c'est hyper intéressant de se dire qu'en fait, finalement, c'est pas pour rien qu'on parle de marque employeur. Il y a le mot marque dedans. Mm-mm. Et je pense qu'il y a aussi cette logique de se dire que, OK, une organisation, elle a une culture organisationnelle, opérationnelle, elle a un ensemble de valeurs. C'est très bien d'avoir une culture, c'est très bien d'avoir des valeurs, mais pour attirer à soi les talents qui entrent en résonance avec ces éléments-là, encore faut-il savoir les communiquer, les diffuser en dehors de la structure de l'entreprise. Et ça, c'est le travail de la com et du marketing, justement. Travailler les valeurs, les remettre en question, les peaufiner, s'assurer que tout le monde est aligné en interne, certes, mais aussi que ça rayonne en externe pardon, et que ça se reflète sur la manière qu'a l'entreprise de s'exprimer, de communiquer sur ses produits, sur ses collaborateurs, sur ses clients, sur le monde qui l'entoure. Et ça, c'est hyper important. Donc, je pense que c'est vraiment un rôle fondamental du marketing et c'est un rôle fondamental que le marketing pourrait jouer encore mieux dans le cadre de la marque employeur si rapprochement entre marketing et RH il y avait. Et après, tu parlais de transparence aussi, de no bullshit. Je trouve que c'est un terme un peu galvaudé, le sujet de transparence. C'est un peu fourre-tout parce que quand tu dis transparence, est-ce que tu parles du salaire des personnes qui sont dans l'entreprise? Est-ce que tu parles de la visibilité que l'entreprise va donner sur, je sais pas, sa chaîne de prod? Est-ce que tu parles du volume de CO2 qui est émis à travers les activités? Est-ce que tu parles, j'en sais rien, des squelettes ou des scandales qui sont cachés, qui peuvent passer à l'échelle au cas où ils étaient justement transférés sur la place publique. Donc, bon, bref, la transparence, c'est un sujet justement qui a peut-être été un peu détourné par la com pour détourner l'attention des sujets qui comptent. Mais de manière générale, en fait, moins on communique et on prend la parole sur qui on est, sur ses actions, etc., moins on va être lisible en tant que marque et moins les choses qu'on a envie de faire passer vont être entendues et comprises. Donc, il y a un enjeu à travers le marketing de reprendre le dessus sur ces éléments de discours clés et de valoriser les choses qu'on a envie de valoriser. Mais après, pour être totalement honnête, en tant que repentie de la Startup Nation et de la tech, le marketing n'est pas toujours utilisé à des fins vertueuses. Et aujourd'hui, on est en plein dans des sujets justement de greenwashing d'une part, avec des boîtes qui vont justement essayer, grâce à un effort marketing, de mettre le paquet sur des petits comportements vertueux, mais un peu pour cacher, c'est l'arbre pour cacher la forêt et pour cacher d'autres choses qui le sont moins. Typiquement, on parle Comment tu beaucoup fais ça des banques. concrètement Des banques qui vont faire une campagne d'affichage comme HSBC, etc. Je balance parce qu'elles ont été condamnées Oui, oui. depuis, mais pour dire que oui, les énergies non renouvelables, c'est trop bien, mais qu'en réalité, c'est une campagne à 100 000 balles, alors qu'il y a des millions qui partent tous les quarters sur d'autres sujets bien moins décarbonés, quoi. Donc il y a de ça et ensuite il y a aussi une logique finalement aujourd'hui le marketing on le voit notamment au vu du contexte social et politique actuel de notre pays que la communication c'est aussi une manière de choisir les sujets qu'on amène dans le débat public, de choisir de quelles thématiques on va parler et donc de choisir quelles thématiques on met de côté parce que les médias ne vont pas les traiter. Et
en fait, la France est un exemple, mais les États-Unis aussi en ce moment avec le président Trump qui fait à peu près 40 annonces rocambolesques par jour. Ouais. C'est une stratégie justement de com et de marketing qui consiste à noyer sous les infos pour détourner l'attention des choses qui sont vraiment importantes. C'est marrant, tu parles de Trump, mais tu vois, en exemple, quand, quand on forme nos recruteurs et nos recruteuses au personal branding, je prends toujours Trump comme exemple en disant que, enfin, qu'on l'aime ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, genre des Trump, des Musk, ils ont compris le personal branding à 100% et ils sont d'ailleurs élus pour leur personne. Qu'est-ce que tu penses de ça, du fait d'avoir des gens qui ont un personal branding hyper fort, mais qui s'en servent du coup malheureusement pas pour des bonnes choses? Est-ce qu'ils ont quand même compris le personal branding à 100% en termes juste purement de compétences, tu vois? Est-ce que Donald Trump a gagné le game du personal branding? C'est une bonne question. Il est président des États-Unis, alors je pense qu'il est quand même arrivé là où il voulait arriver. Et je suis désolée, je me perds un petit peu dans ce sujet. Et on reviendra, parce que j'imagine que les recruteuses et recruteurs qui nous écoutent se disent ouais, ok, très bien, mais en quoi ça s'applique à moi? Sur le personal branding, sur ta question, je pense que ça dépend quelles sont les règles du jeu selon lesquelles tu veux jouer. Mais si on parle du jeu global qui a pignon sur rue aujourd'hui, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le personal branding qui marche, c'est le personal branding qui va alimenter, malheureusement, la polarisation de l'opinion, la fragmentation des idées, l'antagonisme. Et les publications sur LinkedIn qui marchent le mieux, c'est celles sur lesquelles il y a une opinion tranchée et que les gens vont venir commenter, qu'ils soient d'accord ou non, qu'ils soient en mode ouais, trop bien, je suis d'accord avec toi, ou qu'ils insultent la personne qui a publié le post. Les trucs un peu putaclic, c'est ce qui marche. Pourquoi? Parce que en fait, derrière, il y a des algos et des plateformes qui ont une logique de maximisation du temps d'usage et d'attention, donc qui n'ont qu'un objectif, c'est de nous faire rester sur la plateforme ou sur le réseau, et donc de nous fournir des contenus qui captent notre attention et qui la gardent. Et ces contenus-là, c'est généralement soit des vidéos de chats, soit des choses sur lesquelles les gens s'insultent, des opinions clivantes, des trucs qui font appel, en tout cas, je grossis le trait, mais qui font appel aux émotions et qui sortent de l'aspect rationnel et qui est cartésien auquel on est habitué dans le débat historiquement en France et ailleurs. Mais on va en effet parler là juste après, c'est une question que j'ai pour toi de tout ce que tu peux faire justement et mettre en place pour promouvoir ton entreprise, et le personal branding en fait partie. Bien Avant sûr. ça, moi j'avais une question pour toi avant de passer sur ça, c'est un terme que tu parlais de la transparence qui est galvaudée. Il y a un terme qui est l'EVP, donc pour l'Employee Value Proposition. Qu'est-ce que tu proposes à tes employés? En fait, tu as la même chose en tant que marque, des fois quand tu fais des promesses à tes consommateurs. Qu'est-ce que tu penses c'est quoi ton avis sur ce sujet justement, de comment tu vas construire de manière efficace une marque employeur via l'intermédiaire d'un EVP qui va promettre des choses à tes candidats? Comment tu fais ça? Du coup, si on reprend le principe du marketing, c'est vraiment de se mettre dans une logique d'écoute de sa cible et donc de faire de la recherche terrain et donc d'aller parler à ses candidats, à ses collaborateurs existants pour essayer de comprendre aujourd'hui comment ils perçoivent l'entreprise, comment ils perçoivent ses valeurs, comment ils définissent sa culture, comment ils adhèrent à la culture, qu'est-ce qui est important pour eux. Donc en gros, que ce soit les marketeurs ou les RH, je pense que le même conseil s'applique, c'est sortir du monde des idées et de sa propre intuition et de sa tour d'ivoire, entre guillemets, dans laquelle on va faire ses plans stratégiques, ses personas, ses roadmaps, et aller vraiment sur le terrain pour avoir des vrais verbatims, des vrais retours d'expérience et comprendre en fait de la bouche des premiers intéressés ce qui les intéresse, ce qu'ils veulent et comment on peut faire évoluer la proposition de valeur, que ce soit celle de l'entreprise ou celle pour les employés ou celle des produits, pour qu'elle soit toujours plus proche de la réalité du terrain et des personnes qu'elle cible. Non, ce que tu dis, tu vois, c'est un truc que tu dis beaucoup de RH oublient que c'est du marketing. Beaucoup de RH aussi partent du principe que, quand je dis RH, j'englobe en fait tous les recruteurs, recruteuses, mais aussi la direction, vont se dire, pour créer une marque employeur, pour créer une EVP forte, on va se baser sur ce que nous, on pense être vrai. Et des fois, on oublie en fait la raison pour laquelle les gens ont rejoint et la base en fait de ta pyramide. Ouais, complètement. Et je pense que c'est totalement normal, d'être biaisé. Ce qui est moins normal, notamment dans le monde aujourd'hui, dans lequel l'opinion change très vite, les choses changent très vite, les outils évoluent très vite, etc. C'est plus acceptable. Les temps sont très courts aujourd'hui, les temps informationnels, les temps d'existence d'une entreprise, d'un positionnement marketing, etc. C'est toujours plus court. Les tendances sont de plus en plus courtes, etc., etc. Donc c'est plus possible et c'est plus envisageable pour une marque, que ce soit du point de vue de la marque employeur ou de la marque plus branding, marketing,
qui fait la promotion du produit ou des services, Mhm. de rester en vase clos et de penser qu'elle est en capacité d'anticiper ou de comprendre les besoins de son marché sans se confronter à ce marché. Je comprends, ouais, et ça, c'est un truc qu'il faudrait rappeler encore et encore aux gens qui font des marques employeurs. C'est juste parle à ton audience, écoute ton audience et ensuite construis par rapport à ton audience et pas par rapport à ce que tu penses toi être important, quoi. Et du coup, la communauté, c'est vraiment un levier intéressant dans ce sens-là, que ce soit la Ok. communauté de clients ou la communauté de collaborateurs. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de boîtes qui se lancent en donnant la parole justement à leur communauté de clients. Par exemple, il y a une néobanque, Helios, qui est une néobanque verte, qui en fait s'est lancée sur la base de la co-création avec plus de 2000 clients, enfin des gens qui n'étaient pas encore clients puisqu'il n'y avait pas de produit, Ouais. une communauté qui a été créée avant que le produit existe autour du sujet de la finance engagée, de la finance durable, etc. Et les deux fondatrices d'Helios ont vraiment passé beaucoup de temps à poser des questions à ces 2000 personnes, du quali, du quanti, bien sûr, des questionnaires et des entretiens, pour comprendre à quoi ressemblait un produit éthique dans la finance et comment elles pourraient le construire. À la base, elles étaient parties sur une assurance vie et puis finalement, elles ont créé un compte courant. Et ça, c'est vraiment parce qu'en fait, elles se sont confrontées à la réalité de leur potentielle clientèle. Et c'est marrant, donc tu parles de communauté. Toi, la communauté, c'est un truc que tu l'as dit hein, au début dans ton intro, tu travailles beaucoup sur ça. Tu as créé une formation à la Mhm. création de communauté. C'est un peu méta d'ailleurs. Enfin, tu as créé une communauté de créateurs et créatrices de communauté Ouais. en plus de ton livre. Pourquoi aujourd'hui on parle tant de ça, des communautés? Qu'est-ce qui fait que c'est plus le cas qu'avant? Question bête exprès hein, et assez large, mais c'est quoi la force des communautés aujourd'hui? Pourquoi c'est important? Je pense que ça revient à ce à quoi je faisais allusion juste avant, qui est qu'aujourd'hui, je pense qu'on commence à se réveiller un petit peu et à se rendre compte que les plateformes et les réseaux sociaux qu'on a très vite adoptés et très vite intégrés très profondément dans nos quotidiens personnels et professionnels sont des outils qui certes contribuent à faire véhiculer l'information, mais qu'ils font de manière extrêmement cloisonnée et polarisée, et qui finalement contribue à renforcer la fragmentation de nos sociétés, renforcer les antagonismes et les opinions divergentes. Et finalement, moi, je commence à entendre parler d'une notion de solitude connectée aujourd'hui en France, mais dans plein d'autres pays aussi. On atteint des taux d'isolement au sein de la population qui sont assez dramatiques. La Fondation de France a mené des études en 2024 ou 2023. Il me semble qu'il y avait quasiment 20% des répondants donc, dans la population française qui déclaraient se sentir seuls et isolés. Hmm. Enfin, ressentir de la solitude, pardon. Et ensuite, il y avait quasiment 10% de la population française, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui était en situation d'isolement total. Oui, il parle à Euh, personne du tout, quoi, jamais. Alors, en gros, l'isolement total, selon la Fondation de France, j'ai plus exactement la définition, mais c'est quand on n'est pas au contact des 5 grandes typologies de personnes qui sont normalement au contact d'un humain dans sa vie, qui sont la famille, les collègues, les amis, et la société civile et la vie associative, ou un truc comme ça. Mais ceci étant dit, au-delà des chiffres, je pense qu'il y a une réalité, c'est que les réseaux sociaux ont aujourd'hui des impacts assez forts sur la santé mentale, notamment des plus jeunes. Il y a de plus en plus de backlash sur la manipulation non seulement des données, mais aussi de l'information de manière plus générale. Bref, on est dans une société un peu dystopique dans laquelle on est certes connecté, mais en fait, on ne le vit pas hyper bien. Personnellement, moi, j'ai mis toutes mes notifications sur mute. Je vais beaucoup moins sur les réseaux sociaux qu'avant. Je ne considère pas qu'ils me permettent de me ressentir connectée aux autres, ou très peu. Même si bien entendu il y a des avantages et on peut rester en contact avec des gens qui ne sont pas dans la même zone géographique, mais tout ça pour dire que les plateformes, les outils et les réseaux ne nous ont pas vraiment permis de faire communauté et de valoriser des logiques d'intelligence collective qui sont ancrées dans l'humain et dans le partage. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un besoin pour ça, pour le retour au collectif, mais du coup vraiment centré sur l'humain plus que sur les outils, qui étaient finalement un moyen et qui sont devenus une finalité. Il y a un besoin aussi tout simplement de résilience, qu'elle soit locale et territoriale, qu'elle soit économique dans les entreprises. On traverse des phases un peu difficiles, et quand on traverse des phases difficiles,
nous sommes une espèce sociale de manière assez fondamentale et basique. Ça fait partie de notre ADN. Donc on fait collectif, on mutualise, on partage, on se soutient et on met en place des logiques de solidarité. Et je pense que donc ça, c'est très, très macro Mhm. et presque un peu philo. J'espère que je ne vais pas trop loin dans les tours avec mes idées, mais en tout cas, il y a vraiment ces logiques de solitude et d'un besoin de résilience économique et Mm. sociale et sociétale. Et puis ensuite, il y a en fait la réalité des entreprises qui est que le marketing tel qu'on le pratiquait jusqu'à il y a quelques années ne marche plus très bien. Le marketing de prospection notamment, donc les appels entrants, les emails de prospection, etc. Les gens sont devenus assez fermés à ce type de démarchage. Et donc aujourd'hui, les marques, elles ont un enjeu qui est de créer une espèce d'univers et de galaxie de contenu autour d'elles à travers des podcasts, à travers Mm. de l'influence, à travers la création d'articles, de contenus à forte valeur ajoutée, à travers la prise de parole de leurs employés ou de leurs fondateurs sur LinkedIn, etc. Tout ça pour en fait démultiplier les points de contact entre l'entreprise, la marque et les personnes qu'elle va cibler pour en fait s'assurer d'être à un moment ou un autre vu et entendu. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a une saturation informationnelle, notamment sur les réseaux, et que Mm. pour Mm. en fait assurer que le message a été vu et entendu, publier une fois, ça ne suffit pas. Parce que l'algorithme décide qui voit quoi et quand, et on n'a en aucun cas la garantie que tout ce qu'on crée va être consommé. Donc du coup, il y a cette logique en fait de marketing entrant qui consiste à créer toute une nébuleuse et une galaxie de contenu et de prise de parole autour de soi pour faire venir à soi et créer de la confiance aussi, créer cette espèce d'intermédiaire et d'échelon de Mm. confiance avant d'essayer de convertir. Et ça marche dans le marketing pour vendre des produits, mais aussi dans le recrutement pour qu'un potentiel candidat en fait soit exposé à la marque, à ses valeurs, à ses actions, Mm. Mm. que ce soit de l'activisme de marque, que ce soit tout simplement la valorisation de la QVT de l'entreprise. Tout ça, ça passe par en fait beaucoup de communication et beaucoup d'incarnation et des relais de communication qui sont les employés, les clients, les fondateurs, des ambassadeurs, etc., etc. Oui, enfin, ce que tu dis, c'est crucial là, c'est tout le switch vers ce qu'on appelle l'inbound marketing, que du coup en recrutement, c'est tout simplement de l'inbound recrutement, c'est la même chose. En Exactement. fait, c'est Ouais. c'est les mêmes techniques que tu mets en place Ouais. et qui du coup fonctionnent très bien parce que en fait, c'est des gens, tes candidats que tu vas avoir, ils vont être beaucoup plus qualitatifs quand en effet ils ont postulé suite à un podcast de marque qu'ils auront écouté que si qu'en effet tu leur envoies un message d'approche sur LinkedIn. De base, il faut que tu te battes plus pour convertir un candidat via l'outbound. Il y a Mm. plus de démarches, il y a plus de boulot, il y a plus de force, enfin d'éléments que tu vas devoir déployer et c'est long et compliqué et chronophage. Question pour toi, qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu aurais comme exemple de clients que tu aurais vu, alors soit sur du marketing, voire sur du recrutement, de stratégies inbound qui fonctionnent, des stratégies qui vont attirer du coup des candidats et candidates, allez, par millions, soyons fous. Alors par million peut-être pas, par centaines de milliers, je t'en donnerai une. Mais même avant ça, je peux te parler de communaux finalement, parce qu'aujourd'hui, un truc qui me tenait à cœur quand on a créé notre école, c'était que on ne passe que par du marketing inbound. Parce que c'est le seul marketing que je pratique aujourd'hui à date. Et je suis assez convaincue que c'est le marketing du futur et que c'est un marketing plus responsable que l'outbound. Et de toute façon, la RGPD me donne raison. Donc en gros, quand on s'est lancé, l'idée, ça a été de se concentrer sur les formats de contenu qui pouvaient nous permettre, en fait, dans la durée, d'acquérir des prospects, donc des potentiels étudiants, et des contenus qui pourraient, en fait, continuer à tourner, donc ce qu'on appelle du contenu evergreen qui est toujours vert, ou en tout cas qui est toujours frais ou qui est toujours pertinent. Et un gros format qui marche très bien. Alors aujourd'hui, à prendre avec des pincettes au vu de l'arrivée de ChatGPT, etc. Mais c'est le SEO. Et donc, on a vraiment beaucoup misé sur l'approche référencement organique sur notamment Google, en créant beaucoup d'articles assez approfondis sur des thématiques liées aux communautés, au community building. Ça a eu deux impacts qui étaient hyper intéressants. Le premier, c'est que ça nous a permis de nous référencer et assez rapidement d'être dans les premiers résultats des moteurs de recherche liés au sujet des communautés, sur les mots-clés un peu community building, créer communauté, animer communauté, etc. etc. parce qu'il y a eu peu de concurrence. Et ça nous a aussi permis de faire en fait évoluer la perception du sujet
dans la blogosphère et sur les réseaux sociaux, Mhm. parce qu'il y a 4-5 ans, on parlait peu de communauté, on parlait pas de community-led growth, on parlait pas de croissance centrée sur la communauté, de collectif, etc. Et alors, à notre, bien sûr, humble échelle, on a, je pense, apporté notre pierre à l'édifice en contribuant à créer du contenu de qualité et à le diffuser pour finalement amener beaucoup de visibilité sur le sujet et sur le métier du community building. Et ça, c'était vraiment grâce à cette approche SEO, référencement et le côté blog. Et puis ensuite, on a essayé de réfléchir de manière maligne et se dire, ok, on a un blog, on a du référencement, très bien. Comment est-ce qu'on va à la rencontre et comment est-ce qu'on va chercher une audience, des prospects, des étudiants à travers le marketing parce que faire du référencement, c'est bien, mais encore une fois, il y a une intermédiarisation, on est dépendant de l'algorithme, etc. etc. Et les visiteurs qui arrivent sur le site, on ne sait pas si on les convertit ou pas. Du coup, on a lancé plusieurs choses. On a lancé un podcast et une newsletter qui sont aussi deux formats de contenu assez denses qui nous ont permis plein de choses. Sur la newsletter, de capter les adresses mail et donc de renvoyer fréquemment tous les mois ou 2 fois par mois des contenus aux personnes qui s'étaient inscrites, à nos lecteurs et nos lectrices, et donc du coup de rester dans un coin de leur tête et de temps en temps de passer des messages de promotion de l'ouverture de nouvelles formations pour que ces personnes deviennent potentiellement nos étudiants et nos étudiantes. Et avec le podcast, ce qui a été intéressant, c'était qu'on allait interviewer des personnes qui avaient créé des communautés et que grâce à ces personnes-là, pour qui on créait du contenu, qu'on encourageait à publier ensuite sur leurs propres réseaux sociaux, on élargissait le marché adressable, entre guillemets, qui était exposé à notre marque, puisque ces personnes à qui on parlait étaient généralement des personnes qui étaient déjà dans des logiques de personal branding, déjà expertes, suivies et reconnues sur leur sujet, et que du coup, on bénéficiait, j'allais dire on s'appropriait, mais on bénéficiait un peu d'un effet de ruissellement vertueux en récupérant une partie de leur audience par le biais de leur communication à eux. Et ça, c'est une super stratégie qui est aussi adoptée par Team for the Planet, que tu connais peut-être, Mhm. que beaucoup de gens qui nous écoutent, je pense, ont déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Si jamais les gens ne connaissent pas, c'est une communauté où du coup tu peux. Enfin, le but c'est d'investir dans des projets d'un point de vue positif sur l'écologie, mais avec une manière communautaire massive où ils Voilà. inondent les réseaux sociaux à chaque campagne qu'ils vont faire, quoi. Voilà, du coup, Communo, c'est un exemple à petite échelle, mais on a toujours essayé de vraiment s'appuyer sur les personnes qui gravitent autour de notre école, que ce soit nos mentors, que ce soit nos étudiants, que ce soit notre audience, que ce soit des personnes qu'on met en valeur, pour que ces personnes prennent la parole et fassent la promotion et mettent en valeur notre marque. Et Team for the Planet le fait, mais à des échelles assez incroyables, en maîtrisant extrêmement bien les codes des réseaux sociaux. Et typiquement, je crois que c'était Noël 2022. Ils ont lancé un défi et le défi c'était, je crois qu'ils étaient à 70 000 ou un truc comme ça, membres de la communauté qui sont aussi des actionnaires, donc qui sont des gens qui ont investi dans Mhm. le projet. Et l'objectif c'était de passer au-dessus de 100 000 en 5 jours. Et ils l'ont fait. Pourquoi ? Parce que la communauté est hyper attachée au projet, que la campagne a été vachement bien pensée, inscrite dans un temps court, il y a du contenu qui a été préparé en avance pour permettre aux gens de prendre la parole sur les réseaux sociaux sans faire trop d'efforts. Donc il y a un côté pré-mâcher le travail à sa communauté, etc. Ça, Mhm. c'est plutôt les leviers, je m'avance un petit peu, mais en tout cas, pour moi, ça, c'est un exemple assez classique de viralité orchestrée par et à travers la communauté qui peut être hyper puissante pour une marque, que ce soit d'un point de vue, encore une fois, marque ou marque employeur. Trop bien. Et en vrai, comme tu dis, donc là, c'est des exemples énormes alors, c'est des communautés qui sont massives et en effet qui ont. En plus, il y a un impact fort. Enfin, Team for the Planet, le but, c'est, entre guillemets, enfin, je schématise, hein, mais sauver le monde. Alors que je sais pas si t'es demain une entreprise dans le CAC 40, t'as pas la même. Tu vas pas pouvoir mobiliser sur les mêmes raisons. Mais du coup, Ouais. la question que j'ai pour toi, c'est demain, admettons quelqu'un qui est en charge d'une équipe de recrutement, tu vois, qui a allez, une équipe de 10 personnes, comment tu crées une communauté. Enfin, deux choses. La première, comment tu crées une communauté en interne déjà de recruteurs et de recruteuses. Et la deuxième que j'aurais pour toi, c'est avec tes candidats, t'en fais quoi en fait? Comment tu crées une communauté de candidats qui, par définition, sont des gens qui ont des attentes différentes, qui sont assez individualistes, ils cherchent un job pour leur carrière. Comment tu fais en sorte, ce serait quoi tes conseils pour une entreprise qui se dit, allez, je veux créer une communauté d'abord en interne de recruteurs et ensuite, deuxième partie de la question que j'ai pour toi, c'est une communauté de candidats. Ça ressemblerait à quoi dans ton monde et comment tu ferais ça si c'était à toi de créer ça? Euh,
Du coup, on parle d'une très grande organisation qui a plein de salariés qui sont Ou recruteurs. ça pourrait, ou même une PME, tu vois, peu importe, vraiment, en gros, ce serait quoi si tu veux, est-ce qu'il y a une sorte de recette magique pour créer une communauté, si jamais ça existe? Non, sinon je serais sur une île aux Caïmans avec les orteils En tout cas, en des bonnes ombrelle. méthodes, tu vois, c'est quoi tes bonnes pratiques? Malheureusement, non. En revanche, oui, il y a des bonnes pratiques et du coup, pour ta communauté interne, la question se pose de qu'est-ce qui lie toutes les personnes qui seraient dedans et ce serait vraiment la pratique du recrutement et justement le besoin de rester au fait des avancées sur leur marché, des bonnes pratiques, euh, de peut-être se partager des candidats pertinents, etc. Donc, ce serait une communauté, je pense, qui s'inscrirait vraiment dans une logique de pair et danse, une communauté de pratique, une communauté très centrée sur le recrutement, ses enjeux, ses évolutions, avec énormément de contenu plutôt prospectif ou théorique et méthodologique qui serait créé et partagé par les membres les uns avec les autres. Beaucoup de rencontres, mais je pense vraiment une communauté, encore une fois, de pratique et d'apprentissage, centrée autour de ce sujet du recrutement. Parce que dans une communauté, en fait, il n'y a peut-être pas un ingrédient secret, mais il y a toujours un élément fédérateur, quelque chose qui lie toutes les personnes qui sont dedans et qui leur donne envie de rejoindre la communauté et d'y passer du temps, de s'y impliquer, de s'y Mm. engager. Après, pour ta communauté de talents, c'est une autre paire de manches. En effet, chaque personne a ses propres intérêts et ses propres enjeux. Et du coup, on revient au sujet de qu'est-ce que la communauté peut leur apporter. Euh, Est-ce que c'est d'apprendre des choses? Est-ce que c'est de rester au fait des évolutions d'un secteur d'activité, d'une typologie de métier? Est-ce que c'est rester au contact de l'entreprise? Même si ça, j'y crois pas énormément. Une communauté de potentiels candidats dans une entreprise, à part autour d'entreprises méga sexy, genre Patagonia ou autre, je suis pas sûre que ça se gère. En Mm. revanche, ça peut très bien être une communauté autour d'un secteur d'activité ou d'une industrie ou d'une typologie de métier. Par exemple, si on est particulièrement en dèche de candidats, je sais pas, sur les métiers un peu verts dans l'entreprise, créer une communauté du style les pépites vertes, donc du coup une communauté de personnes qui sont des jeunes qui veulent s'engager dans la transition écologique, ça peut être pertinent et c'est un angle d'attaque. Euh, Communauté de talents de la tech, c'est des choses qu'on voit aussi énormément, qui existent déjà et qui marchent très bien. Et j'ai l'exemple de talent.io, avec qui j'avais pas mal échangé pour notamment justement écrire un des use cases du livre. Et Mhm. Slimane, qui à l'époque était le responsable marketing brand de Talent, avait justement cette logique de se dire qu'il a construit une communauté de talents dans une logique de maintenir en permanence un pipe de candidats qualifiés, euh, qui étaient des candidats talent tech, plutôt IT, Oui. plutôt dev. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a fait en plusieurs étapes. Et la première étape, justement, ça a été de comprendre qui était sa cible et qu'est-ce qui les intéressait à travers de la publication de contenu, des articles, etc. Ce qui a bien marché, en fait, il l'a retransformé enfin, en tout cas, il l'a réutilisé pour lancer une newsletter. Mhm. Newsletter sur laquelle il a fait beaucoup d'acquisitions sponsorisées et organiques. Du coup, sur laquelle il y avait plusieurs milliers de lecteurs qui étaient des potentiels candidats, des talents, qui s'intéressaient à du coup des sujets comme le futur de la tech, le métier de développeur, comment prendre une posture de manager dans le dev, etc. etc. Et une fois qu'il a bien testé l'engagement sur le format newsletter, validé que les sujets étaient intéressants pour les gens, eu des conversations one-to-one avec des lecteurs et des lectrices, là, il a lancé la communauté. Et donc, il a Ok. permis aux gens de parler les uns avec les autres. Mais Et je pense que c'était ça, c'est hyper une... tard, en effet. Ouais. D'abord, il a fait la recherche de contenu, le test and learn, ce qui plaît, comme tu dis, la newsletter. Et du coup, la communauté, elle a commencé très forte parce qu'elle a commencé basée sur cette audience qui était déjà hyper qualifiée et qui avait envie de se rencontrer. Donc, c'est chouette. C'est ça. Ouais, dans un autre secteur, j'aime bien l'exemple de Spoon, qui est une newsletter Mm. dédiée aux finances personnelles, qui a été créée par Virgile, qui est une start-up qui fait du co-investissement immobilier. Et en fait, c'est un peu le même cas, même si c'était pas une stratégie initiale, là où Slimane avait vraiment en tête de tester les velléités des gens à rejoindre une communauté, enfin des talents, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment avoir un pool de candidats. Spoon, c'était plus une newsletter qui était là pour créer de la notoriété et affirmer la marque
et sa stratégie éditoriale autour du sujet des finances personnelles. Et donc, ils ont partagé plein d'éditions qui étaient à chaque fois vraiment extrêmement appréciées par les lecteurs. C'était très bien écrit. Ouais, tu connais, d'accord, très bien. Donc, Mm, mm. très bien écrit, très drôle, Mm, mm. toujours un truc vraiment riche qu'on apprend. Enfin, moi, je fais partie des rares newsletters que je kiffe vraiment, que j'attends avec impatience dans ma boîte mail. Et ça, déjà, ça dit quelque chose sur, Tu es quoi? sur Saskia le de contenu. Spoon à chaque fois était là, genre, je vais me T'es trop régaler. content. Le titre est cool, le contenu est intéressant. L'angle est bien. Et du coup, Saskia, la cofondatrice, je l'avais interviewée dans mon podcast et j'ai aussi parlé de Spoon dans le bouquin, m'avait dit, en fait, à chaque édition, il y avait 5, 10, parfois 15 personnes qui répondaient et qui commençaient à parler avec les équipes, du coup, qui répondaient à la newsletter, donc ils avaient accès direct à la boîte mail de la personne qui avait expédié la newsletter. Et elle m'a dit, ouais, en fait, les gens avaient trop envie de nous parler, mais aussi potentiellement de rencontrer d'autres personnes qui avaient des problématiques similaires. Et nous, on s'est bien rendu compte que c'était pas viable de maintenir une relation épistolaire avec 150 personnes sur le long terme. Donc, en fait, ça a donné naissance à des événements d'abord, de temps en temps dans les bureaux de Virgile, en petit comité, puis au Club Spoon. Ok, très marrant. Ouais, donc c'est pareil, en fait, t'as l'évolution progressive de la communauté et par rapport à ce que les gens veulent et ce que les gens veulent entendre. Là, toi, tu me parlais de Talent.io. J'ai aussi en tête Ignition Programme, je sais pas si tu connais, mais Ouais, qu'on fait ouais, un peu bien sûr. le même délire où justement, bah, c'est pareil, c'est un cap de recrutement. Ils ont besoin d'avoir un pool de candidats qualifiés en permanence. Mm. Et donc, du coup, c'est ce qu'ils ont créé. Ils ont créé cette communauté avec qui ils donnent des formations, ils proposent des événements présentiels pour se rencontrer. Et il y a plein de gens qui même mettent sur LinkedIn, tu vois, membre de la communauté Ignition Programme. Alors que dans l'absolu, ça veut pas dire grand-chose, mais tu vois la fierté des gens de se dire j'appartiens à une communauté, j'ai réussi à faire ça, je suis un top candidat parce que du coup j'appartiens à cette communauté. Et donc c'est intéressant d'arriver à cette réussite-là. J'ai une dernière question pour toi et après on passera aux 3 questions de conclusion d'épisode, mais la question qui est hyper dure, je trouve, c'est créer une communauté, c'est bien, la faire évoluer, mais c'est très dur de la faire vivre sur le long terme. Tu vois, moi j'ai pas d'exemple de communauté dans lesquelles les gens sont restés pendant plus de X années. Comment tu fais pour avoir une communauté qui arrive à être long-termiste et qui arrive à capitaliser du coup sur le long terme et à ne pas s'effondrer d'elle-même? C'est une bonne question, c'est compliqué parce que le sujet de l'engagement, il est un peu au cœur des logiques communautaires. Et la réalité, c'est qu'il ne se maintient jamais de manière constante, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de la communauté, parce que les gens ont des phases de vie, ils ont des besoins qui évoluent, ils ont des contextes qui évoluent. Donc parfois, on est super chaud dans une communauté, on s'implique, on fait des trucs, et puis après, en fait, on a un enfant, on perd quelqu'un, on déménage, enfin, la vie, quoi. Donc, on ne peut pas attendre des membres de la communauté qu'ils maintiennent le même niveau d'engagement de manière constante, cohérente, presque à l'image d'une machine dans la durée. En revanche, il y a des stratégies qui permettent de préserver l'engagement, de remotiver les troupes ou bien d'amener du sang neuf dans la communauté. Et donc ça passe déjà par toujours en permanence dans l'accueil de nouvelles personnes dans la communauté qui sont un peu du sang neuf, qui viennent redynamiser, avoir une stratégie d'animation, donc vraiment être dans une démarche de création de contenu, d'organisation d'événements, que ce soit des webinaires, des événements apéros, des petits déj, des conférences, peu importe. Les gens ont besoin de se voir, de se retrouver ou de se rassembler. Ça, c'est une constante aussi dans toute l'histoire de l'humanité. Donc les communautés de talents ne font pas exception à la règle. Et puis, il y a aussi, en fait, la capacité que va avoir le community builder ou la community builder à donner la place aux membres de la communauté pour s'engager, pour représenter la communauté et pour l'animer à leur tour. Et donc, on a des logiques de programmes ambassadeurs, par exemple, avec les ambassadeurs qui sont des gens qui ont un statut particulier dans la communauté, qui sont parfois la mémoire vive de la communauté, qui sont en charge, je sais pas, ça dépend en fait des communautés, mais d'accueillir les nouveaux arrivants, de faire la promo de la communauté à l'extérieur. Typiquement, Greengot, qui est une autre néobanque, a une communauté d'ambassadeurs qui tous les mois reçoivent du contenu à publier sur leurs propres réseaux sociaux. Ce qu'ils font de manière extrêmement efficace pour sensibiliser sur la finance durable, etc. etc. Donc il y a plein de différentes manières de s'impliquer dans une communauté, mais encore faut-il que les règles du jeu soient claires et que la porte soit ouverte pour les gens. Et donc du coup, ça peut passer par des programmes qui sont bien cadrés et encadrés. Ça peut passer par des choses un peu plus organiques, mais en tout cas, il y a toujours cette logique de tendre la main aux personnes qui ont envie de s'impliquer.
et de les aider à comprendre comment elles peuvent s'impliquer. Parce que ça, c'est un truc assez... Enfin, ça me touche particulièrement, notamment dans le management aussi. Mhm. Parfois, on se dit, OK, si je laisse la place aux gens, ils vont proactivement venir se saisir des opportunités et les driver de A à Z. C'est totalement faux. Les gens ont besoin qu'on leur... peut-être pose des jalons, qu'on leur montre un peu la voie, qu'on les encourage, qu'on pose des étapes. Et dans la communauté, c'est pareil. Mhm. Donc vraiment garder ça en tête et de se dire que l'encouragement, ça s'alimente, ça s'entretient et ça se travaille en collectif, mais aussi à travers la stratégie du community builder. Bien sûr. Et c'est là où, du coup, ça serait une bonne transition vers la fin. Et tu vois, genre, nous, depuis maintenant 2 mois qu'on travaille avec une community builder que tu as formé, du coup, le truc qui est chouette, c'est que tu as vraiment ce côté aussi très structuré. Tu vois, nous, au début, avec Élise, mon associé, on s'est dit, bah, la communauté Blendy, donc nos alumni, ça va être juste, on va mettre Au début, on était parti sur Slack, sauf que du coup, Slack, dans des grands groupes, ça marche juste pas du tout. Donc, en fait, on avait juste 15 personnes qui se parlaient tous les mois et c'était pas très intéressant. Et Mm. donc, on a tout mis sur WhatsApp. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, on a juste été épuisé parce qu'on faisait autre chose. Ça prend un temps fou d'animer une communauté, À de fond. la stratégiser, de créer des animations, comme tu dis, d'avoir des ambassadeurs. Et en fait, on avait juste laissé de côté et c'était triste, tu vois, parce que c'était des gens qui avaient besoin de cette communauté-là. Le métier de recrutement est un métier très dur parce que c'est un métier très individualiste où tu as beaucoup de pression, beaucoup de charge mentale et tu as besoin de communiquer avec tes pairs. Et donc, du coup, parce qu'on a pris quelqu'un qu'on a payé pour, du coup, réanimer ça, elle nous a calé une stratégie. Là, on a fait un relancement de la communauté avec des nouveaux canaux de diffusion, des challenges, tu vois, pour tout ça. Donc en vrai, c'est très chouette ce qu'elle a réussi à faire. Et ce que tu dis, et je finirai là-dessus, mais après je te poserai les questions finales, c'est que ce que je trouve moi hyper beau, et en tant que créateur du coup d'une communauté, c'est que quand les gens de ta communauté prennent le lead sur toi et font des choses d'eux-mêmes. Tu vois, tu Mm. parlais sur le management. L'autre jour, on a une personne qui a décidé d'elle-même de créer un workshop avec une dizaine d'autres personnes parce que c'était le même sujet en Trop commun. bien. Et ça venait pas de moi, ça venait d'elle en tant que membre lambda de la communauté. Et tu vois, genre là, j'ai versé ma petite larme avec Ellie. Genre, tu vois, genre, ça vit sans nous. On peut demain Goals. arrêter de faire les choses, tu vois, Ouais, et ça survivra. Et ouais. c'est là où c'est la beauté du geste à la fin. Donc, ça, c'est chouette. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des community builders aussi qui vont t'aider à faire ça. Et comme tu dis, d'avoir des gens qui sont tellement ambassadeurs de la communauté qui vont lancer des initiatives alors qu'ils sont pas payés pour ça, tu vois. C'est juste parce qu'ils sont amoureux de cette communauté. Ça, c'est beau. Ouais. Et ça passe Bref. par, dans le cadre du marketing, pour reboucler la boucle, par le travail vraiment initial et super important, sur ne pas faire l'impasse sur les valeurs, le positionnement, la vision, la mission, la personnalité de l'entreprise, les causes qu'elle défend. C'est super important. Je suis 100% d'accord. J'ai du coup 2 questions finales pour toi que je pose à chaque invité dans la saison 3 de Tam Tam. La première, c'est admettons demain, je te le souhaite pas, forcément ça dépend, je sais pas si t'es plutôt team introverti ou extraverti, tu te retrouves isolé, aller au milieu je sais pas, au milieu de l'océan Pacifique, sur une petite île où il y a que toi. T'as au moins 3 mois avant qu'on vienne te sauver. Qu'est-ce que tu prends comme truc pour t'occuper? Comme podcast, comme livre, comme film, comme ce que tu veux. Alors, j'étais une grande extravertie qui est en train de devenir introvertie. C'est assez particulier comme process. C'est Ok. très, très perturbant. Donc, du coup, franchement, pourquoi pas l'île déserte, c'est pas si mal que ça, si je peux emmener mon chat. Mais du coup, qu'est-ce que j'emmène? J'emmène j'emmène un maximum d'œuvres de science-fiction, je crois, et des polars Ok. islandais. C'est un peu les deux typologies de bouquins que j'adore lire le soir, quand mon cerveau n'est plus en capacité d'absorption de connaissances ou de réflexion. Mhm. Euh, j'emmène aussi des vidéos de yoga, de méditation Hmm. guidée, tout ça, pour me Ok. distraire. Et sinon, qu'est-ce qui m'a marqué comme bouquin ces derniers temps? J'ai adoré dans la science-fiction le bouquin Hyperion. Voilà, je pose ça là, qui est une Ok. super saga dans des mondes un peu dystopiques Ok. et très cool. J'emmène au contraire Ecotopia, qui est une utopie écologiste qui date des années 70, qui est exceptionnelle et qui donne envie. Je conseille à vraiment tout le monde de la lire. Ça parle finalement d'une une achronie, je crois. C'est en gros réécrire l'histoire à partir d'un Ouais, ouais. élément. Et c'est dans les années 70 et les États-Unis, en gros, se splitent en deux. La côte ouest fait sécession et se déclare État autonome et écologiste. Ouais. Ou c'est après la Seconde Guerre mondiale, je sais plus. Et 30 ans plus tard, il y a un journaliste du New York Times, donc la côte est qui est devenue très capitaliste telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est invité à venir en Ecotopia,
donc le pays qui est tout à fait fermé et personne ne sait ce qui s'y passe et tout le monde se dit ouais, c'est des ploucs qui vivent dans la boue et tout, c'est des écolos. Et en fait, le bouquin, c'est chaque chapitre, c'est une découverte d'un aspect de la société, donc le vivre ensemble, l'agriculture, les mobilités, l'intergénérationnel, et c'est génial. Ça donne trop envie de vivre en Écotopia. J'avais très envie de demander mon passeport quand j'ai fini le bouquin, et après je me suis souvenu que ça n'existait pas. Donc chouette, voilà, et là Trop je suis bien. en train de lire, je pense que c'est un super bouquin, Résister de Salomé Saké, et Ah oui. Révolution intérieure de Gloria Steinem. Ok, Qui sont, bah, deux merci pour personnes toutes que j'apprécie énormément. tes références. C'est très chouette, on mettra tout ça en épisode. Souvent c'est marrant, l'autre jour, je pensais pas, tu vois, que les gens allaient jusqu'au bout des podcasts et quelqu'un qui m'a dit genre, ah j'ai adoré la référence de livre de ton invité, j'étais là, genre, il y a des gens Oui. qui vont jusqu'à la 47e minute. À vous qui êtes Euh, encore là, merci. Et n'hésitez Ouais. pas à aller lire Ecotopia, franchement, si vous avez besoin d'un petit coup de boost et que vous êtes en PLS avec tout ce En qui se regardant passe. Trump à la télé. Mais trop bien, merci pour ça. Et une dernière question que je te poserai, c'est est-ce qu'il y a un ou une invitée que tu verrais passer dans le podcast Tam Tam, quelqu'un qui tu penses, ou plusieurs personnes? Ouais, bah du coup, je pensais à Anne Van Bank. Je ne sais pas si tu la connais. Non. Non. Eh ben, elle est anciennement responsable de l'expérience collaborateur et de la com RH pour le groupe Crédit Agricole. Elle est spécialisée, elle est autrice également. Elle a écrit un bouquin et plein de papiers sur l'expérience collaborateur. Elle est très axée Ok. sur justement comment remettre de l'humain dans le recrutement et comment recentrer les process sur les collaborateurs. Et c'est vraiment passionnant tout ce qu'elle apporte au champ d'études, au champ de Trop pratique intéressant. autour du recrutement et de l'expérience collaborateur. Et je vois sur son LinkedIn qu'elle aime bien la montagne, donc ça nous fait un gros point commun. Donc ça va être ma punchline pour la contacter en mode salut, tu aimes la montagne? Ça tombe bien, je vis à la montagne. Et c'est bon, je pense que j'aurai une réponse. Grosse punchline. Merci pour cette recommandation, ça a l'air très chouette, c'est en effet ce que fait Anne. Merci aussi de tous tes conseils que tu as donnés tout au long de l'épisode, c'est très cool de t'avoir au micro de Tam Tam. Est-ce que tu as un mot de la fin? Juste un mot, une phrase, un truc qui te plaît, un truc que tu as envie de dire, une bonne adresse pour aller manger vers chez toi, j'en sais rien. Vers chez moi, c'est en Alsace, à Strasbourg, alors je ne sais pas si ça intéressera beaucoup de Oui, monde. il n'y a pas de restaurant en dehors en Alsace. Non. Si vous êtes à Strasbourg, n'hésitez pas à m'écrire. Non, je sais pas. Écoute, j'ai envie de dire, ce sujet de la communauté, je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui et je le porte aujourd'hui et j'ai envie de continuer à le porter parce que je pense qu'on est vraiment dans un moment historique qui nécessite qu'on refasse corps et qu'on refasse du lien, qu'on recrée des ponts les uns avec les autres et qu'on dépasse les différences et les clivages qui ont pu être créés par certains outils ou certaines décisions politiques ou autres peu judicieuses des 10, 15, 20 dernières années. Et du coup, le recrutement et les gens à qui on donne finalement sa place dans une entreprise et la manière dont on les laisse s'exprimer dans l'entreprise, c'est presque un acte politique en soi. En tout cas, c'est quelque chose qui est important aussi. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur le pouvoir des communautés et à fonctionner là-dessus pour recruter. Et puis sur la communauté de manière générale, ne pas non plus overthink it. Ça se fait de manière assez organique. Magnifique. Écoute, le futur du coup sera communautaire ou ne sera pas. J'espère. Merci Noémie pour ça. Merci à toi et je te souhaite de passer une excellente journée. Là, on est vendredi après-midi, c'est bon, c'est bientôt le week-end, avec un week-end très ensoleillé en plus partout en France au moment où on enregistre. Ouais, je me transforme en Miss Météo, Mister Météo. Et écoute, merci pour tout, merci pour ce que tu as raconté, merci pour tes conseils et on mettra évidemment aussi pareil ton lien LinkedIn et le lien de ton podcast en description de l'épisode pour les gens qui veulent aller plus loin et te découvrir un peu plus. Merci Noémie. Merci Léo. À bientôt. Ciao. Bye. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Bon, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast
Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.